Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Eh bien, très bien. Eh bien, je suis ravie de te recevoir au micro. Aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se posent. Mais avant d'en dire un peu plus, j'aimerais que tu commences par te présenter, s'il te plaît. Alors, en 2 mots, donc je m'appelle Emmanuel Pons, j'ai 39 ans. Dans ma vie, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai été ingénieur, j'ai fait Sciences Po, j'ai été consultant, j'ai été patron de start-up. Et à un moment dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps. Et je pense, comme beaucoup de gens, le sujet écologique m'est tombé sur la tête. Je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que je pouvais penser. Et depuis ce moment-là, donc ça fait un peu plus de 3 ans, j'écris un blog, qui est mon activité, on va dire, principale, sur des sujets des complexes d'écologie, où j'essaye de trouver ce qui est à l'intersection de la politique et de la science. Et là, tu sors un ouvrage qui s'appelle « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Oui, alors ça a été une de mes premières questions sur ce blog et de mes questions personnelles en fait, c'est que déjà c'est une question évidente quand on commence à se poser des questions sur l'écologie, est-ce qu'on est trop ? Est-ce que tout ne serait pas plus simple si on était moins ? Et c'est aussi une question importante en tant qu'individu. Alors j'ai pas d'enfant, mais je me dis qu'un jour... pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant de plus, de rajouter une personne sur Terre ? Quelle vie il va vivre dans un monde qui est peut-être ou peut-être pas plus incertain qu'avant, mais qui au moins a des risques importants. Et donc, c'est un des premiers sujets que j'ai traités, sur lesquels j'ai écrit, et je continue à écrire depuis 3 ans sur cette question. Un sujet bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser, mais un sujet aussi d'actualité, puisqu'on a vu et entendu plein de jeunes en âge d'être parents témoigner, dire qu'ils n'auraient jamais d'enfants, etc. pour sauver la planète. C'est vraiment un discours récurrent et dont on entend parler assez souvent. Moi-même, j'ai reçu plusieurs fois la question de la part d'auditeurs et d'auditrices. Tu l'as dit, les 2 grandes questions aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que ajouter un être supplémentaire sur cette planète, c'est raisonnable ? Est-ce que c'est responsable ? Et parallèlement à cela, si effectivement je décide d'avoir un enfant, quel avenir est-ce qu'on va pouvoir lui offrir et dans quel monde est-ce qu'il va pouvoir grandir ? Sur la première partie de la réflexion, faut-il ou ne faut-il pas faire d'enfants ? Comment est-ce que toi tu as abordé la question dans ton livre ? Est-ce que tu donnes des clés, des réponses ? Comment tu fais ? Alors, j'ai essayé de prendre une approche scientifique. Bon, j'ai on va dire mes gènes d'ingénieur qui ressortent, en prenant le problème à la base. C'est quoi les bases de la démographie ? Puis, quels sont les liens entre environnement et population ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Quel serait l'effet d'une évolution de la population sur, par exemple, le climat ? Et à la fin, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on peut détailler ces différents points. On va le détailler, bien sûr. Et sur la deuxième partie de la question, là, qui reposerait davantage sur des projections, qui seraient quel avenir est-ce que je peux leur offrir, selon l'endroit où on habite dans le monde, etc. Est-ce que tu te prononces aussi sur cette partie-là ? Alors je me prononce sachant que c'est plus difficile, parce qu'évidemment les situations sont différentes, la manière de voir le monde est différente, la manière d'agir est différente, parce qu'évidemment c'est pas juste une question de situation, c'est sentir est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on peut changer, etc. Et donc là-dessus, j'ai des idées générales, mais j'ai pas de réponse absolue et universelle, évidemment. Par contre, ce livre est aussi l'occasion de faire un point sur la crise écologique, où est-ce qu'elle en est, où sont les risques et qu'est-ce qu'on peut faire.
où j'apporte quand même un certain nombre de réponses. Donc ça peut aider à la réflexion, même si c'est pas à moi de la conclure. L'idée, c'est vraiment de nourrir la réflexion et de ne pas prendre une position tranchée, comme on a pu le voir dans certains articles, même rédigés par des scientifiques qui disaient il faut arrêter de faire des enfants. C'est un des dilemmes importants de ce sujet, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement transverse. Donc qui touche plein de questions entre la démographie, l'environnement, ces différentes branches, l'éthique, la politique. Et il y a parfois, par des scientifiques, des réponses un peu rapides qui sont d'un certain point de vue. Des raccourcis qui sont faits. Voilà. Et oui, donc il y a un appel par exemple de 15 000 scientifiques qui disent parmi d'autres choses qu'il faut réduire la population. Cet appel est signé par 2 démographes et c'est principalement des biologistes et des physiciens. C'est une certaine vision qui a son intérêt mais qui a aussi d'autres limites. Et c'est ce que tu essaies de montrer ce que j'essaie de présenter dans cet ouvrage. Alors justement, sur cette partie de choix personnel, comment est-ce que toi, tu as construit tes réponses ? Quels sont les sujets que tu abordes pour essayer de nourrir notre réflexion ? Alors, le premier grand sujet, c'est le sujet sur la démographie, sur l'étude de la population mondiale, savoir où est-ce qu'on en est actuellement, parce qu'il y a beaucoup encore d'idées, de visions sur le péril de la surpopulation, etc. Ce mot est extrêmement chargé, parce qu'en fait, dire surpopulation, c'est considérer qu'il y a des gens trop. En général, on se trouve que ces gens en trop, chez nous. Ils sont pauvres, ils sont colorés. C'est pas un hasard, personne ne s'inquiète, pas grand monde ne s'inquiète de la surpopulation au Japon ou aux Pays-Bas, qui sont des pays extrêmement denses. Par contre, les gens ont peur de la surpopulation au Bangladesh, qui est tout aussi dense. C'est très souvent des visions extérieures et des visions qui en fait sont des visions de la misère. Et on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire sur la misère, mais ce n'est pas d'abord une question démographique. On retrouve là-dessus, on va dire, un héritage qui est encore important, qui est la question de Malthus, qui avait donc il y a eu de nombreux, donc dans cette histoire de la démographie, ça fait longtemps que les gens se posent des questions sur la population, sur la capacité de croissance de la population humaine, est-ce que ça va aller trop loin, jusqu'où ça va s'arrêter, etc. Et la grande innovation de Malthus sur la question, c'était de dire si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils sont trop. Et s'ils sont trop, il n'y a pas besoin de les aider parce que de toute façon, si on les aide, ils seront plus et le fait qu'ils soient plus mangera tout ce qu'on leur a donné en aide. Et ça, c'était la grande inspiration des politiques conservatrices au XIXe siècle qui se sont opposées à tous les mouvements de libéralisation, de sociétés plus égalitaires, plus démocratiques, etc. Et on a encore ces idées-là qui reviennent facilement. On a parlé de la surpopulation, on a cette idée, vue de l'extérieur, de nous ça va, on vit bien. Par contre, si ces gens vivent mal, c'est probablement qu'ils sont trop. Ça reste ce même héritage. Et donc on voit que ce sujet, vu d'une manière trop purement arithmétique, est extrêmement dangereux, parce que c'est voir le reste de l'humanité, et en général un certain reste de l'humanité, comme du bétail, et c'est pas un hasard. Alors l'histoire du contrôle des populations a été abominable. Les stérilisations forcées, les avortements, et ça a toujours suivi les lignes des minorités, des minorités religieuses, des femmes qui ont été les principales victimes de ces politiques. Et l'approche arithmétique n'a jamais vraiment marché. C'est un des grands dangers de cette question, c'est de voir l'humanité comme un troupeau. Tu parles aussi de transition démographique. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est ? Donc là, on a parlé un petit peu, tu as fait un petit constat, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la transition démographique ? Parce que c'est une notion que j'ai découverte en lisant un des articles que tu as écrit et qui, je pense, est assez intéressante et clé pour comprendre la suite. Alors effectivement, c'est un des grands mécanismes de la démographie. On va reprendre par exemple la France de l'Ancien Régime. Au XVIIe siècle, les gens avaient 5 ou 6 enfants par famille. Il y en avait la moitié qui mouraient avant d'atteindre l'âge adulte, il y en avait quelques autres qui mouraient après, et la population était à peu près stable dans ces conditions. À partir du moment où il y a eu une meilleure nutrition, meilleure hygiène, meilleurs soins, etc., tous ces progrès-là ont diminué la mortalité, et les familles du coup de 5 ou 6 enfants par famille, tout d'un coup il y en avait 4 ou 5 qui arrivaient à l'âge adulte et qui avaient de nouveaux enfants.
Et donc à ce moment-là, la population augmente beaucoup. Évidemment, la population augmente, mais à un moment, la natalité suit. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que leurs enfants ont aussi d'autres enfants, que parfois il y a d'autres par exemple, il n'y a pas assez pour se nourrir. Donc par exemple, en Europe, il y avait ce système où les gens se marient quand ils ont les moyens de subvenir à leur famille. S'ils les ont pas, ils se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Et donc ça a fait que, par exemple, tout au long du XVIIIe siècle, en Europe généralement, les gens se mariaient plutôt tard. Parce que il n'y avait pas la place, etc. Et donc la natalité a baissé à 7-8. Et donc tout ce mécanisme où donc il y a beaucoup de mécanismes différents, il y a un certain nombre de raisons, c'est variable selon les pays, il n'y a pas forcément de règle universelle non plus. Tout ce mécanisme où la mortalité baisse puis la natalité baisse, on appelle ça la transition démographique. Alors, c'est pas forcément une règle universelle. On voit par exemple qu'aujourd'hui, la transition démographique met du temps en Afrique. C'est-à-dire que la mortalité a baissé, mais la natalité met un peu plus de temps à suivre que ce qu'on pourrait attendre. Pareil, il n'y a pas de règle universelle, ça dépend du développement, ça dépend des droits des femmes, ça dépend des capacités à se nourrir. Voilà, c'est un phénomène assez vaste et qui explique que l'humanité a fortement augmenté. On est quand même passé, donc l'humanité a été un peu plus de 1 milliard au 19e siècle. On est aujourd'hui bientôt à 8 milliards. On pense qu'elle va se stabiliser entre 10 et 11 milliards d'ici la fin du siècle. C'est ce grand mécanisme-là qui explique cette augmentation. Et c'est un mécanisme qui a donc été observé en Europe, mais pas que. Alors c'est un mécanisme qui s'est passé partout de manière très différente. Donc en Europe, il a été très lent. Il a pris plusieurs siècles parce que la baisse de la mortalité a été lente. Il y a des pays où ça a été extrêmement rapide. Les pays d'Asie, la plupart des pays d'Asie, la transition démographique s'est fait en quelques décennies. En Iran, la transition démographique s'est fait en 20 ans. En 20 ans, les familles iraniennes sont passées de 6 à 2 enfants par femme. Et ça, parce qu'il y a eu une politique active, parce que c'était un pays qui était déjà de revenus plutôt intermédiaires, qui avait plutôt un bon système de santé, un bon système éducatif, une population plutôt urbaine, un pouvoir religieux qui a aussi suivi cette politique. Voilà, donc, un certain nombre de facteurs et qui nous disent aussi du coup que c'est pas applicable directement, par exemple, au Niger qui n'a rien à voir, qui est un pays très pauvre, à l'état faible, qui n'a pas de pouvoir culturel, population principalement rurale, etc. Donc si on suit ces projections, ça ne devrait pas augmenter de manière exponentielle. Alors c'est ce que tu nous dis. Alors ce terme d'exponentiel est un peu galvaudé, on l'entend beaucoup dans le monde de l'écologie. Il y a des choses toujours des termes qui ont l'air d'être exponentielles quand on les voit de très loin. Donc, comme la population humaine, quand on regarde la population humaine depuis 10 000 ans, effectivement, elle a l'air de s'envoler et de crever le plafond sur ce dernier siècle. Quand on regarde les projections et le taux de croissance, on se rend compte qu'en fait, la vitesse de croissance de l'humanité baisse depuis 1970. Alors, continue à augmenter, mais elle augmente de moins en moins vite. Donc il faut toujours bien faire attention aux chiffres. Il faut faire attention à ce chiffre, mais c'est vrai que quand on regarde de loin, c'est impressionnant. Mais comme plein de choses. Comme plein de choses. Donc il faut faire attention aux raccourcis, comme tu le disais en introduction. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça ne puisse pas être en soi problématique ou autre, mais le fait que la population humaine ne devrait pas crever le plafond, elle devrait se stabiliser. Tu l'as dit, la transition démographique évolue selon les pays, selon les conditions aussi politiques du pays, selon la pauvreté, selon plein de choses. Il y a aussi un lien assez intéressant que tu mentionnais dans ton article et dans ton ouvrage aussi, c'est ce lien entre population pauvre et leur impact sur l'environnement et sur nous, population plus riche, et notre impact sur l'environnement. Alors bien sûr, évidemment, dès qu'on parle de population et d'environnement, ce qui frappe, c'est la différence. Alors c'est variable selon les domaines. Par exemple, sur les émissions de CO2, c'est gigantesque. On peut avoir peur justement des 7 enfants par femme au Niger. L'enfant par femme au Niger, aujourd'hui, il a 1/100 de l'empreinte carbone du français moyen. Forcément, même s'il y a 7 enfants par femme au Niger, ça fait pas beaucoup de différence. D'une part, ça fait pas beaucoup de différence. D'autre part, cette empreinte carbone du Nigérien, en fait, elle augmente pas très vite. Elle augmente pas, elle n'est pas en train de rattraper très rapidement celle du français. Il y a encore beaucoup de marge.
C'est différent selon les sujets, mais c'est vrai qu'on a cette vision qui est un peu celle qui est derrière le terme de surpopulation, c'est qu'on imagine les bidonvilles, des rivières polluées, etc., dans des pays à forte natalité, et en fait, c'est des pollutions qui sont très visibles, c'est aussi des pollutions qui sont locales, c'est-à-dire que contrairement par exemple au climat, la molécule de CO2 qui est émise d'un bout à l'autre du monde, elle a exactement le même effet. La rivière qui est polluée, au bout d'un moment, les gens la voient et ils font quelque chose. Et on voit que les pays, donc, quand ils sortent de la misère, en général, font des choses et agissent sur les populations les pollutions les plus locales et les plus visibles. Bon, on a vu par exemple la qualité de l'air en Chine qui s'est très largement améliorée parce que les gens en avaient marre. Et sur ces idées de pays, on a beaucoup cette idée de l'Inde. Oui. L'Inde est en fait un pays qui a globalement fini sa transition démographique. Cette année, l'Inde est passée à 2,1 enfants par femme en moyenne. Donc la population de l'Inde continue à augmenter par ce qu'on appelle l'inertie démographique, c'est-à-dire que les familles... Les jeunes qui sont là viennent de familles plus nombreuses et donc même s'ils ont que 2 enfants par famille, la population va encore continuer à un peu augmenter, mais la partie transition de la natalité est sur la fin en Inde. Comme dans la plupart des pays en fait. Les pays qui n'ont pas fini leur transition démographique, c'est l'Afrique intertropicale, on va dire, c'est l'Afrique qui est ni l'Afrique du Nord ni l'Afrique du Sud, qui sont plus riches. C'est quelques pays plus pauvres du Moyen-Orient qui sont l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, c'est la Palestine et tout le reste est proche des 2,1 enfants par femme, qui est le taux qu'il faut pour stabiliser la population. Et donc ce sont aussi des pays qui ont un plus faible impact sur l'environnement. Par ailleurs, ce sont des pays plus pauvres et qui ont un plus faible impact sur l'environnement, tout à fait. Ces réflexions en fait sont tout à fait liées à ce qu'on a pu aussi dire sur la pollution générée dans ces pays et de dire qu'il fallait qu'ils limitent leur croissance et de dire qu'il fallait qu'ils arrêtent de se développer ou en tout cas différemment, là où nous on s'est développé sans prendre conscience de l'environnement. Évidemment, ça pose des questions de justice, c'est que la richesse des pays riches repose entre autres sur la destruction de leur environnement. Par exemple, en Europe, on n'a plus de forêts primaires. En Europe, on a artificialisé la grande majorité de l'environnement. Alors, il n'y a pas tant que ça de forêts primaires ailleurs en pratique, mais ça reste beaucoup plus riche en biodiversité que ce qu'on a obtenu. On l'a aussi obtenu notre richesse en brûlant énormément de combustibles fossiles qui aujourd'hui sont dans l'atmosphère. Et on a obtenu notre richesse en partie en pillant des pays pauvres qui aujourd'hui sont ceux qu'on aimerait empêcher de se développer parce que c'est là qu'est la croissance des émissions. Parce que c'est là qu'est la croissance des émissions et aussi parce que c'est peut-être plus facile de dire à quelqu'un de faire quelque chose plutôt que de prendre la décision de faire soi-même, non ? Alors évidemment, bien sûr. Mais il y a une rhétorique de dire, par exemple, regardez, toute la croissance des émissions de ces 20 dernières années, elle est en Chine. Alors, la majorité de la croissance des émissions de CO2 a été en Chine, mais la Chine n'a fait que rattraper son retard de développement par rapport à nous, et aujourd'hui, les émissions moyennes en Chine, c'est la moyenne mondiale. Donc elles ont rattrapé le niveau moyen dans le monde. Et la Chine, tiens, c'est un bon exemple, puisqu'ils ont eu pendant très longtemps la politique de l'enfant unique. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que ça a eu des conséquences ? Est-ce que tu as pu observer, toi, un peu cette situation ? Alors oui, un impact important. Déjà, avant la politique de l'enfant unique, donc la politique de l'enfant unique est arrivée en 79, mais 10 ans plus tôt, la Chine a en fait mis en place une politique de 2 enfants, qui était tout aussi coercitive, même si ça s'est moins vu et c'était moins clair moins visible de l'extérieur que celle de l'enfant unique, qui a fait baisser la fécondité de à peu près 5 enfants par femme à 2 enfants par femme en 10 ans. Ça a été extrêmement rapide. Et l'arrivée de la politique de l'enfant unique, alors on a des doutes parce qu'en fait les chiffres en Chine ne sont pas très fiables, mais la population, la natalité a continué à baisser doucement, parce qu'il y a eu très vite beaucoup d'exceptions. Il y a eu beaucoup d'abus et il y a eu beaucoup d'exceptions pour éviter ces abus, les abandons de petites filles, etc., ou les avortements ciblés. Et il y a eu aussi une marge importante sur la manière dont c'était appliqué à l'échelon local. En fait, la majorité du temps où la Chine était à l'enfant unique, le taux de fécondité était autour de 2 enfants par femme. C'est pas l'enfant unique.
Voilà. Il y a eu beaucoup de marge derrière, et on en reparlera sans doute après, mais en fait, le diable est dans les détails. À chaque fois qu'on fait ce genre de mesures d'ingénierie sociale extrêmement intrusives, ça dépend complètement de comment c'est fait. Et donc, effectivement, ça a beaucoup ralenti la croissance de la population. Il faut savoir qu'il y a eu quand même une politique pronataliste qui était arrivée avant. Mao avait dit il faut beaucoup d'enfants, il faut être beaucoup, et puis à un moment il s'est rendu compte que en fait ça fait beaucoup et ça commence à serrer. Donc là il y a eu un coup de frein violent, et on estime aujourd'hui que la population chinoise serait à peu près 400 millions de personnes en plus s'il n'y avait pas eu les politiques des 2 enfants et de l'enfant unique à la suite. C'est-à-dire que la natalité aurait baissé, mais elle aurait baissé moins vite. Et est-ce qu'on est capable de mesurer les conséquences que ça aurait pu avoir sur l'environnement, puisque c'est aussi le sujet qui nous intéresse? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Donc, celui que j'aime bien quand on parle de cette question, c'est l'hypothèse Thanos, qui divise la population par 2 dans le film Avengers pour sauver, entre guillemets, l'environnement. Mais qu'est-ce qui se passe quand on divise l'environnement par 2 ? Bonne question. Est-ce que la moitié des puits de pétrole ferment, par exemple ? Pas forcément. Est-ce qu'on se retrouve pas plutôt dans un monde où tout le monde va en week-end à Ibiza parce que le pétrole coûte rien ? Donc il se passe beaucoup de choses. Il se passe déjà que le monde ne s'effondre pas parce que divisé par 2, c'est pas tant que ça. Mais que si on divisait par beaucoup plus, ça pourrait être compliqué. Et il se passe que les gens vont adapter leur mode de consommation. Par exemple, si ça se trouve, on va vivre comme des Américains. Donc l'Américain moyen, c'est 2 fois l'empreinte écologique de l'Européen moyen pour un mode de vie assez proche. Là-dedans, il y a des raisons culturelles et des raisons de densité. C'est-à-dire que y a des maisons plus grandes, des jardins plus grands, c'est plus loin, donc il y a plus de routes, les voitures sont plus grandes, les distances sont plus importantes, donc ils prennent plus l'avion, etc. Et donc si on est 2 fois moins, on va avoir notre mode de vie qui va glisser vers ça. Où exactement ? Très difficile à dire. Très difficile à dire, mais il y a des questions politiques derrière. Est-ce que l'humanité, par exemple, est capable de faire des choses si elle n'est pas au pied du mur ? Aujourd'hui, c'est douteux. Je ne mettrai pas ma main à couper que si on est 2 fois moins, tout le monde dit tiens, très bien, on va en profiter pour sauver l'environnement, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, et toutes les choses qu'on ne veut pas faire aujourd'hui, on ne voudra pas les faire non plus, et on voudra encore moins les faire non plus. D'autant plus qu'il y aura encore moins d'urgence, ou en tout cas... il y aura moins d'urgence. Voilà. Donc c'est un peu la solution, on va dire, évidente, mais qui en fait résout pas grand-chose et qui, si ça se trouve, ne fait juste que repousser le problème. Parce que si c'est, par exemple, brûler la même quantité de combustible fossile, mais juste l'étaler un peu plus dans le temps, à l'arrivée, c'est le même réchauffement. Il arrive juste un peu plus tard, mais c'est la même chose. Donc le changement, il n'est pas tant lié au nombre qu'on est sur cette planète, il est plutôt lié à notre façon de nous comporter, à nos agissements. Principalement, et c'est là-dessus qu'il y a la plus grande marge de manœuvre de toute façon ce qu'il faudra faire. Donc là-dessus, j'ai fait un certain nombre de calculs. Par exemple, en France, si on a institué demain l'enfant unique, alors l'enfant unique dur, où vraiment c'est l'enfant unique, avec un minimum d'exceptions, etc. Il faudra attendre 2100 pour diviser la population par 2. Déjà, ça met pas mal de temps. On revient à l'inertie démographique, c'est qu'en fait, les gens vivent, ont une durée de vie, et donc diminuer les naissances, mais beaucoup de temps avant de se voir vraiment dans les courbes de population. Après, on a le fait qu'on a une inertie de plus qui est sur les émissions, qui est qu'en fait, les enfants consomment relativement peu. Et donc, dans les premières années, finalement, ça ne change pas tant que ça. Il faut attendre qu'ils soient adultes et qu'ils soient fortement consommateurs ou autres quand ils sont adultes. Et on a une troisième inertie qui est en fait celle des émissions cumulées. C'est-à-dire que le réchauffement ne dépend pas des émissions à l'instant T, mais de l'addition de tout ce qu'on a émis. Et donc, si on réduit nos émissions, alors comme on doit le faire, ou même plus lentement, les émissions cumulées vont en fait mettre encore plus de temps à être déplacées.
Donc même dans le pire des scénarios, avec l'enfant unique, donc mettre l'enfant unique en France réduirait les émissions cumulées d'uniquement 11% en 2100. C'est pas grand-chose. Tout ça pour une mesure qui est quand même très très loin de ce qui est raisonnable ou envisageable aujourd'hui. Enfin, il y a des pays qui ont mis en place des interdictions. Il y a eu la Chine, le Vietnam en a mis un peu, et ailleurs, par exemple, il y a eu des réductions des allocations au-dessus de 2 enfants en Grande-Bretagne. Ça a fait un tollé, et ça continue à être une des politiques les plus impopulaires et les plus injustes parce que ça tape principalement sur les pauvres. Comme toujours. Voilà, évidemment. L'objectif était de réduire au début, l'objectif des allocations familiales n'est pas purement démographique, c'est aussi de réduire la pauvreté des familles, de réduire la pauvreté des femmes seules, d'augmenter la liberté de choix d'avoir des enfants, etc. Et donc quand on utilise ça comme un levier démographique dans l'autre sens, on a toutes les autres conséquences. Bien sûr. Et quand on fait le choix d'avoir un 3e enfant, si on est dans un foyer riche ou pauvre, les conséquences sont bien évidemment pas les mêmes. Elles sont pas les mêmes. Et on a aussi donc cette question de différents axes de la responsabilité. Alors on a beaucoup tendance à voir les gens comme des consommateurs. C'est pas du tout la seule chose. On est des consommateurs, mais on est aussi des citoyens, on est des travailleurs, on peut être des actionnaires, on est des modèles. On a un rôle culturel autour des gens autour de nous. On a cette vision que quand on fait ce genre de calcul qui est à la suite du scénario Thanos, que si on a 2 fois moins de consommateurs, les gens consommeront 2 fois moins, mais en fait énormément d'autres aspects, et c'est très réducteur. Et c'est très réducteur dans la manière dont on peut aborder la question, c'est-à-dire que des gens qui se disent, on revient à la question personnelle, j'ai peur que mon enfant ait telle émission, etc. C'est d'abord le voir comme un consommateur, alors que il peut avoir plein d'autres rôles. Bien sûr, et l'enfant joue aussi souvent un rôle de déclic dans les familles pour la prise de conscience écologique. Alors ça peut l'être. J'avoue, j'ai beaucoup cherché sur la question parce que ça m'intéressait, et aujourd'hui on a du mal à le voir. Ok, moi je me base juste sur les messages que je reçois. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de témoignages, et la question écologique est une question de justice intergénérationnelle où il faut se poser la question de ce qu'on fait aujourd'hui aura comme effet dans 100 ou 200 ans quand on sera plus là, et avoir des enfants est effectivement une bonne occasion de reconsidérer ça. En pratique, quand on regarde les modes de vie des gens, ça change pas tant que ça à court terme. Voilà. Bon, les jeunes parents ont en général ont des contraintes d'ordre logistique qui peuvent passer en premier. Ça peut changer un peu les attitudes. On a du mal pour l'instant à le voir. Mais il faudrait que ce soit mesuré à très long terme. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de. On compte sur toi pour le faire. Peut-être. D'ici quelques années. Mais toutes ces questions, ça fait quand même poser un poids très lourd sur nos épaules. Et de se dire, est-ce que si j'ai envie d'un enfant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, quel monde je vais lui offrir? Est-ce que finalement, c'est pas responsabiliser l'individu à outrance? Alors, ça l'est, évidemment. Ne serait-ce déjà parce que ces calculs se basent sur des enfants moyens qui n'existent pas. Parce que y a plein de manières différentes de vivre qui sont plus ou moins écolos. On est tous conscients que dans un monde qui n'est pas écolo, on ne peut pas être 100% écolo, mais on peut l'être à 80% avec des efforts modestes, qui sont là encore variables en fonction des gens, des contextes, de ce qui est possible. Et après, on a effectivement cette question politique qui est... je pense que tout le monde est d'accord pour se dire je dois faire à la fois... des efforts personnels, mais la majorité des changements sont en fait des changements de société qui n'ont pas de sens à l'échelle purement individuelle, qui sont des changements de système. Et c'est une des choses qui m'a frappé donc sur ce sujet, c'est qu'en fait plus on comprend tous ces mécanismes systémiques, plus la question des enfants a l'air d'aller complètement dans l'autre sens. Donc là-dessus, dans le livre, je me suis posé cette question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire ? Qui est un moyen de sortir. On a parlé donc de réduire la population. On peut dire il faut faire ci, il faut faire ça pour l'environnement, etc. Mais on est dans le monde du yaka.
Voilà les choses qu'il faut faire, maintenant il n'y a plus qu'à les faire, mais pourquoi est-ce qu'en fait on les fait pas? Et là-dessus, on arrive à une vision qui est beaucoup plus large, qui rejoint d'ailleurs un peu celle du scénario Thanos, qui est pourquoi est-ce que quand on fait une mesure directe, en fait le résultat n'est pas ce qui était attendu, ou pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire des mesures directes. On arrive à des questions que j'ai appelées de système politique, parce que dans ce livre, on a beaucoup de recul sur... j'essaye de prendre du recul sur des pensées simples, du type scénario Thanos ou du type la population qui va augmenter, etc. Et de montrer les interactions qui sont en fait des systèmes. Donc ce qu'on aime bien en science, montrer des interactions entre différents sujets qui se compensent et qui aboutissent à des situations différentes. Et on a une sorte de système politique où y a des relations de pouvoir entre individus, entre organisations, entre États, qui sont marquées par des inégalités, par des mécanismes de compétition, de coopération. Et en fait, sur tous ces sujets-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, les tendances actuelles et le fonctionnement du système vont à l'inverse de faire ce qu'il faudrait pour l'écologie. Et donc, on a parlé des inégalités, et on en parle beaucoup autour de ces questions de démographie parce que c'est l'occasion de les faire ressortir et ça ressort très fortement. Les inégalités, ça fait bien de le rappeler aussi. Les inégalités de poids écologique sont en fait des inégalités de pouvoir. Et c'est pas un hasard si ce sont les pays riches qui bloquent la plupart des initiatives internationales, ou les gens les plus riches qui bloquent la plupart des initiatives qui permettraient de faire une transition écologique juste et égalitaire. C'est parce que c'est eux qui ont le plus de pouvoir, c'est eux qui ont le plus à gagner au statu quo, et c'est eux qui ont le moins à perdre à la catastrophe écologique. Tous ces mécanismes-là, donc il n'y a pas de réponse magique, il suffit pas de faire la révolution, il y a plein de manières différentes de l'aborder, mais on ne répondra pas à la crise écologique sans discuter de notre système économique, de comment on fait évoluer le capitalisme, comment on fait évoluer la démocratie, comment on fait évoluer la gouvernance mondiale, etc. Et à l'inverse, donc toutes ces questions de population, c'est de réduire la population, c'est exactement l'autre sens. C'est-à-dire que c'est une posture qui part de bas en haut, qui part de haut en bas, pardon, et où un dirigeant dit « Ah il faut moins de gens tout d'un coup ». C'est exactement la posture de l'enfant unique, par exemple en Chine, et donc qui ne me remet absolument rien en question, et qui a même pour objectif de dire si il y avait moins de gens, peut-être qu'on pourrait continuer à vivre comme avant, sans rien changer, ça serait plus pratique. Et ça, c'est une position qui est extrêmement courante. Alors, d'une part, en raison d'inertie, en fait, on voit que ça change pas grand-chose. Mais d'autre part, en fait, cette position, c'est juste durcir les rapports de pouvoir actuels et aller à l'inverse des rapports de pouvoir qui iraient avec un monde plus écologique, qui serait un monde plus égalitaire, parce que on se rend compte que c'est principalement les pauvres qui en souffrent et que s'ils avaient plus de pouvoir, on aurait un monde plus écologique, qui serait un monde plus démocratique, etc. On va s'arracher les cheveux avec les élections à venir alors. Les élections à venir, je suis sûr qu'on entendra régulièrement non, le problème du climat, c'est pas nous, c'est la natalité en Afrique. Et c'est un mécanisme de déni où est le problème. C'est pas hyper encourageant. Alors, à la fois, c'est pas hyper encourageant parce que, effectivement, plus on creuse, moins on se rend compte qu'il suffit de rustine et plus il faudra faire des changements fondamentaux. Mais à la fois, ça apporte de la lucidité sur pourquoi on n'y arrive pas et les directions dans lesquelles il faudrait. Parce que les sentiments d'impuissance, de détresse ou autre, ils viennent quand on attend une solution d'en haut qui ne vient pas et qu'on ne comprend pas pourquoi. À partir du moment où on se dit que la solution ne viendra pas d'en haut, mais d'en bas ou au moins de transverse, et que il faudra changer des choses, même si c'est difficile, ça ouvre des perspectives. Tout à fait. Alors, on peut peut-être revenir du coup sur nos deux grandes questions. Donc, la première question qu'on avait pour les gens, c'était du poids écologique d'ajouter un être humain sur Terre. Alors,
là-dessus, il y a des chiffres qui sont pas terribles qui circulent sur le fait qu'avoir un enfant serait la pire chose pour le climat, etc. C'est un calcul qui, pour dire charitablement, n'a aucun sens, qui additionne les émissions futures de votre descendance future en considérant que rien ne va changer pendant des siècles. Ça n'a aucun sens. Si vous avez un enfant, il aura effectivement, il devra vivre, manger, etc. C'est non négligeable. Alors moi, mon estimation, c'est qu'on arrive à peu près 1 tonne par an de CO2. Ce qui est non nul et qui n'est pas gigantesque non plus. Une estimation que tu as basée sur différentes études, comment tu as fait? Alors je suis parti donc des calculs d'empreinte carbone en fonction de l'âge, qui donc sont plus faibles, et j'ai considéré qu'elles allaient baisser. D'accord. Donc elles allaient baisser au rythme qui est à peu près celui qu'on doit faire dans la société, qui est de 6% par an. On n'y est pas, hein. Aujourd'hui on est plutôt à 2% par an, mais à titre individuel, ou pour sa famille, c'est pas absurde de se dire sur 30 ans, je peux baisser mes émissions de 6% par an. Et il y aura un certain nombre de choses qui seront faites au niveau de la société, et je ferai un peu plus d'efforts. Là encore, dépend des contextes, hein. Il y a des gens qui peuvent plus ou moins, d'autres qui peuvent pas. Je ferai un peu plus d'efforts pour arriver à ce rythme-là. Et donc là-dessus, on arrive à 1 tonne par an au lieu de 60 tonnes par an, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Là encore, c'est non négligeable. Si vous voulez ne pas avoir d'enfant parce que vous trouvez qu'il aura de toute façon un poids écologique, ça c'est certain. C'est certain. Il aura, tout être humain a un poids écologique. Il se limite pas à ça. Il a aussi d'autres. Évidemment, on n'est pas que des consommateurs, on n'est pas que des pollueurs. On a plein d'autres rôles. Et je pense que si vous avez des enfants, j'espère que vous pensez qu'ils seront un peu plus utile à l'humanité que juste les quelques émissions de CO2 qu'ils auront. Mais c'est beaucoup plus réduit. Et sur la deuxième question ? Et sur la deuxième question, eh bien là-dessus, donc je l'ai dit, j'ai pas de réponse absolue. Je pense qu'il faut à la fois faire attention à des discours trop catastrophistes qui considéraient qu'une catastrophe est inéluctable, etc. parce que il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison physique que le futur soit horrible. S'il est horrible, ça sera pour des raisons politiques. C'est parce que les gens, les États, les organisations, etc. auront choisi de jouer les uns contre les autres, auront choisi de privilégier le présent au futur, auront choisi leurs intérêts égoïstes, auront choisi de ne pas coopérer, etc. Et c'est pas impossible. Plus on va dans cette direction, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, notre monde a plutôt tendance à répondre aux tensions écologiques en se refermant sur lui-même et en défendant des intérêts individuels ou personnels ou de groupe contre ceux du reste du monde, et c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Plus on va dans ce sens-là, plus on a de risques que ça se passe mal, plus on va dans l'autre sens, moins on a de risques. Et donc cette catastrophe politique n'est pas du tout inéluctable, mais ça dépend de ce que va en faire l'humanité. L'avenir nous le dira. Donc merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris la parole. J'invite bien évidemment tous les auditeurs et les auditrices à lire ton bouquin, et j'indiquerai dans la barre de description le lien vers ton blog et vers ton ouvrage, comme ça les gens pourront aussi le commander si jamais ils n'ont pas de librairie à proximité. Merci beaucoup, et puis rendez-vous est pris dans quelques années pour le bilan de ton étude sur la transition des jeunes parents. Merci à toi, Jeanne. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.